Bonjour, bonjour à tous. Je vais un peu baisser la musique, pour moi c'est beaucoup trop fort. Voilà. Pour vous j'en laisse un peu plus. Hop. Et ben on est parti pour un petit... une petite revue de psychologie positive. Je sais pas si vous entendez grand chose, donc je vais monter un peu le son ici. Allez, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Voilà. C'est pas facile aujourd'hui, hein. Je ne suis pas un streamer professionnel, bien sûr. Alors, c'est parti, bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une... Je reviens tout de suite. Hop, attends de fermer la porte. Pour une revue de psychologie positive. Euh, Après une semaine sans, parce que la semaine dernière, j'ai eu un petit problème technique. J'ai commencé à streamer, ça n'a pas fonctionné, etc. Et donc, j'ai fait un peu ma revue dans mon coin. Et donc là, on va être reparti. On va être reparti pour se le refaire en mode... on va faire 4 articles, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai le temps. On va faire 4 articles. Certains, je les ai faits la semaine dernière, donc je vais les refaire, puisque c'était dans mon coin. Et de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du fait de refuser d'être heureux. Parce qu'il y a des gens qui refusent d'être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de la manière d'éviter le stress post-vacances. Ensuite, on a un article sur les exigences au niveau du travail et les ressources au niveau du travail contribuent au bien-être en général. Et enfin, 8 manières d'ajouter des années à votre vie. Et on va commencer par cet article-là. Alors de quoi ça parle? Vous avez peut-être entendu, la semaine dernière, c'était vraiment l'actualité. Il y a eu un peu de... Comment dire? D'articles de presse qui sont sortis là-dessus. Donc c'était dans une conférence internationale sur, en gros, la nutrition et la santé, où on a eu une communication de chercheurs. Donc pour l'instant, les publications ne sont pas encore faites, publications scientifiques, donc c'est à prendre évidemment avec des pincettes, sur des manières qui permettent d'augmenter drastiquement la durée de vie. Donc c'était cette conférence-là, voilà, Science et Nutrition, à Boston, qui a eu lieu le 22-25 juillet. Donc toute la presse en a parlé, et je tenais à reprendre aussi un article, donc là de Suzanne Krauss Whitbourne plutôt, qui est pardon, donc docteur en psycho, et qui a un petit peu plus regardé en détail la recherche, même si elle n'a pas été publiée, etc. J'ai essayé de trouver la source pour l'instant, je n'ai pas réussi à la trouver, et donc cet article parle de 8 manières d'augmenter sa durée de vie. Voilà. C'est le premier article dont on va parler. Donc comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont fait les chercheurs dans cette étude-là? Donc c'est Juan Mai Nguyen, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, qui a présenté ces résultats-là. Donc des chercheurs qui vont aller regarder dans une base de données qui est la VA Million Veteran Program, la MVP. En gros, l'objectif de cette de base de données de connaissances, en fait, c'est quand on suit des cohortes, comme ça, il y a des institutions, soit des institutions d'État, excusez-moi, j'ai pas éternué, des institutions d'État ou alors euh, des institutions, des organismes non gouvernementaux qui vont créer de la collecte de données sur des personnes sur un certain nombre d'années. Donc ils vont les suivre et qui vont comme ça constituer une base de données de connaissances de suivi de personnes avec un certain nombre de paramètres de santé, etc.
Et cette base de données, elle est accessible aux chercheurs pour justement faire de l'analyse de grandes cohortes pour aller un peu plus loin dans la connaissance sur tel ou tel sujet ou l'influence de telle ou telle variable. Et donc là, en l'occurrence, cette base de données, elle est en cours de constitution. L'objectif étant d'arriver à suivre 1 million de vétérans américains. Pour l'instant, on est plutôt autour des 700 000. Et donc les chercheurs ont été prendre dans cette base de données, et ce qu'ils ont pu constater, c'est qu'un certain nombre de comportements permettaient d'ajouter 24 années à la durée de vie, jusqu'à 24 années à la durée de vie. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que ça a été pas mal relayé, c'est que c'est des cohortes qui s'intéressent aux personnes de 40 ans et plus. Enfin, à partir de 40 ans. En tout cas, c'est des vétérans, donc c'est pas des personnes de 22 ans en général. Et ils ont regardé aussi les comportements qui étaient mis en place à partir de cet âge-là. Et justement, les comportements mis en place à partir de cet âge-là peuvent avoir un effet sur la durée de vie. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir commencé à faire telle ou telle chose à 20 ans, à 15 ans pour augmenter sa durée de vie, puis après c'est mort. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur un truc où on se dit, bon bah ok, même si je commence à 40 ans, on peut quand même ajouter des années. Même certains, vous pouvez commencer à 50 ou 60 ans. Ça augmente juste moins votre durée de vie. Alors, donc voilà, actuellement il y a 720 000 vétérans qui sont âgés de 40 à 99 ans, donc oui c'est bien 40, j'ai oublié, mais c'est bien à partir de 40 ans, et qui sont suivis dans cette base de données. Donc on n'a pas 1 million pour l'instant, il y en a 720 000. Ils prennent un certain nombre de paramètres, ils vont les suivre sur plusieurs années, et ils vont regarder voilà, leur maladie chronique, donc par exemple le diabète de type 2, niveau de cholestérol, risque d'infarctus, cancer, etc. Et ils vont aussi regarder les comportements et puis les caractéristiques des personnes, leur âge, leur sexe, leur indice de masse corporelle, leur ethnicité, leur statut marital, leur éducation, leurs revenus. Ils vont vraiment prendre un ensemble de paramètres. Et en faisant toutes les analyses, mais ça sera encore une fois à confirmer quand on aura accès à des études publiées dans des revues à comité de lecture, c'est qu'on a un certain nombre de facteurs qui vont drastiquement augmenter la durée de vie, même quand vous commencez à 40 ans à les mettre en place. C'est ça qui est important. Premier élément, le fait de faire de l'activité physique, de l'exercice physique. Ça a réduit le risque de mortalité de manière très importante. 46% de risque en moins, enfin de baisse de risque, pardon. Et pour que ça fonctionne, il faut 7,5 heures d'activité physique. Donc c'est pas forcément du sport, mais voilà, de l'activité physique pour que ça fonctionne et pour qu'on ait un effet. Donc le fait de marcher, de prendre des escaliers, etc., ça participe déjà à ça. Alors là où moi j'ai une réserve, ou un peu une limite, où il faudrait se poser la question, en tout cas il me semble, c'est qu'on parle de vétérans donc, qui ont eu quand même normalement dans leurs années militaires une activité physique quotidienne ou presque, en tout cas très régulière, et pas juste une activité, mais de l'exercice, un programme d'activité physique, d'entraînement, etc. Donc est-ce que c'est aussi parce qu'il y a eu cet entraînement avant que cet effet il est plus important, parce qu'on a la mémoire musculaire, c'est quelque chose qui existe, etc. Donc ça c'est une question à se poser. Après ils ont comparé des niveaux d'activité très différents, il y a des vétérans qui font plus du tout de sport après. Vous connaissez ça, on a une famille, des enfants, etc. On connaît des personnes qui... c'est assez classique finalement, de plus avoir le temps de faire du sport, quand ça n'a pas été intégré dans votre quotidien, bon, ça peut passer à la trappe. Donc ça c'est le premier pilier. Deuxième levier qu'on peut activer pour augmenter la durée de vie, c'est ne pas devenir addict aux opioïdes. Alors, c'est un problème assez américano-centré pour l'instant, mais il y a une épidémie de... En fait, les médecins ont beaucoup prescrit d'opioïdes pendant des années, et maintenant on a des gens qui sont dépendants depuis 10-15 ans aux opioïdes, de plus en plus. En fait, la médecine, on va dire, de ville, a créé de la dépendance aux opioïdes de manière massive aux États-Unis. Bon, évidemment, ne vous droguez pas, vous vivrez plus longtemps. Jusque-là, ça paraît assez logique. Pareil pour le fait de fumer. On a une réduction de 29% du taux de mortalité quand on évite le tabac. Et là, la réduction, c'est le fait de n'avoir jamais fumé. Du tout. Donc bon,
Si vous avez fumé, de toute façon, vous avez déjà un effet sur votre durée de vie. Gérer le stress, quatrième élément, le fait de gérer le stress, donc pas forcément, ça ne veut pas dire de ne pas être stressé, mais de réussir à gérer le stress, ça permet évidemment de faire baisser un certain nombre de risques de maladies chroniques, d'hypertension, de maladies cardiaques, etc. Et donc là aussi, on a une baisse importante, 22% de la mortalité qui baisse. Manger végétarien aussi. 21% quand même de baisse de mortalité. Alors, ce que les auteurs disent, c'est que manger végétarien, c'est un effet, mais on a aussi des régimes, comme le régime méditerranéen, où il y a de la viande, mais il y en a beaucoup, il n'y en a pas tous les jours, à tous les repas, hein. Mais il y a quand même de la consommation de viande, et on a une durée de vie qui est assez importante aussi. Donc là, il faudra regarder, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que végétarien, je parle bien de végétarien et pas végétalien, comme on devrait... Végétalien, c'est donc pas de produits animaux. Et pour rappel, vegan, c'est au-delà de ça, c'est pas de produits animaux, pas que dans l'alimentation, mais en tout. Et puis il y a être contre l'exploitation animale, etc. De A à Z dans tout ce qu'on achète, dans tout ce qu'on consomme. Donc les végétaliens qui ne mangent pas non plus de produits animaux, là, c'est pas évoqué ici. En tout cas, végétarien, il n'y a pas de problème. Et au contraire, ça serait plutôt positif. Donc manger moins de viande, en gros, hein, de toute façon, ça a un effet. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir le mesurer. Pas de binge drinking, donc pas de consommation d'alcool excessive en se retournant la tête, en faisant des excès. C'est-à-dire que ils n'ont pas forcément regardé la consommation d'alcool au quotidien. En tout cas, là, j'ai pas, encore une fois, on n'a pas le détail, donc c'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que le fait en gros, de se bourrer la gueule, hein, de se mettre une mine, ça a un effet négatif sur la durée de vie. Et comme c'est souligné dans l'article, c'est pas parce qu'on a plus 20 ans qu'on se met pas des mines. Euh, des gens qui se retournent la tête à 40, 50 ans, 60 ans, ça existe aussi. Ça existe même pas mal. Donc, ici, c'est important aussi, parce que ça fait baisser de 19% le risque de mortalité. Et voilà, le binge drinking, dans leur étude, 11% des adultes de 65 ans ou plus avaient des habitudes de consommation d'alcool qui correspondaient à la définition du binge drinking. Donc, c'est-à-dire un adulte de 65 ans sur 10, un peu plus même, avait des habitudes comme ça de binge drinking. Donc, c'est pas anecdotique. Donc ça, c'est une manière d'augmenter cette durée de vie aussi. Septième levier, et avant-dernier, c'est avoir assez de sommeil. Bon, évidemment, le sommeil, en gros, les piliers de la santé, c'est le sommeil, l'activité physique, l'alimentation. Si vous faites du sport, par exemple de la musculation ou vous faites de la préparation physique, c'est vraiment c'est la base. C'est la base, et pour la durée de vie, c'est la base aussi. Donc avoir assez de sommeil, c'est hyper important, déjà pour bien fonctionner au quotidien, et aussi pour augmenter sa durée de vie. Voilà. Donc là, 18% de baisse de mortalité quand on dort suffisamment, donc 7 à 9 heures par nuit. Et enfin, les relations sociales. Alors ça, dans toutes les études sur le bonheur à long terme et ce qui fait le bonheur dans une vie, on sait que les relations sociales, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel et de central. Et donc là, aussi, ça a un effet, mais qui est quand même limité par rapport à tous les autres leviers, puisque ça fait baisser de 5% la mortalité. Mais en même temps, avoir de bonnes relations sociales, c'est aussi un effet sur le stress, donc la gestion du stress, ça joue, donc on a aussi des effets comme ça. Là, c'est un effet vraiment isolé de ce facteur sans les ramifications qu'on peut avoir ailleurs. Et après, on peut combiner, c'est-à-dire faire du sport avec des amis, gérer le stress avec des amis, voilà. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on peut combiner pour augmenter sa durée de vie grâce à ça. Donc, ce que montre en tout cas ce qu'on a de cette étude pour l'instant, c'est que commencer avec juste une habitude à 40 ans, ça peut donner 4,5 années de vie en plus. Donc en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que même en commençant tard, donc si vous avez 25, 30, 35, 40, 50 ans, en mettant en place une de ces 8 habitudes, alors pour celles qu'on peut mettre en place, ne pas avoir fumé de sa vie, c'est difficile, hein, mais en tout cas arrêter de fumer, ça c'est sûr.
eh bien, ça va permettre d'augmenter la durée de vie. Donc, c'est hyper intéressant. Encore une fois, à confirmer avec une publication papier dans une revue avec comité de lecture, mais on a bien 8 facteurs qui permettent d'augmenter jusqu'à 24 ans la durée de vie, hein, quand on les met en place à 40 ans. Donc exercice physique, pas consommer d'opioïdes, donc pas se droguer en gros, hein, si je simplifie, ne pas fumer, ça c'est peut-être la plus... si vous avez été fumeur régulier, bon bah... je veux dire, vous avez déjà mangé un petit peu un peu votre durée de vie à cause de ça, mais plus tôt vous arrêtez, plus tôt vous arrêtez de fumer, moins vous allez entamer votre durée de vie à cause de ça. Donc, toujours bien arrêter. Gestion du stress, manger végétarien ou en tout cas peu de viande, ne pas se mettre de mine régulièrement à l'alcool, dormir assez et avoir des relations sociales épanouissantes saines. Voilà pour ce premier article. Ah, excusez-moi, un peu fatigué. Donc, premier article sur l'espérance de vie. Enfin, donc ça, c'est très bien. On y va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter comme article en deuxième? Est-ce qu'on s'attaquerait pas au gros morceau? On va s'attaquer au gros morceau. On va s'attaquer à l'article vraiment... l'article scientifique brut. Alors, cet article, de quoi il parle? En gros, ressources, on va dire, ressources et exigences au travail. Tac, conséquences sur le bonheur. Hop là, deuxième article. Alors, donc un article qui a été publié, là il me semble en juillet, voilà, juillet 2023, par 4 chercheurs, Claes Van de Piet, Claes et Annemans, voilà, qui sont, j'allais dire, des Néerlandais, mais non, c'est des Belges, des Flamands probablement, et donc de l'université de Ghent. Et de quoi parle cette étude? En gros, elle parle des demandes au travail. Qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on a comme exigence, des ressources, qu'est-ce qu'on met à votre disposition comme ressources, alors ça peut être psychologique ou autre, et comment tout ça va avoir un impact sur le bonheur. Là où cette étude elle est intéressante, c'est qu'elle a qu'elle a une grosse cohorte qui est en fait prise pareil dans une base de données sur le bonheur en Belgique. Et en analysant cette base de données, ils ont pu tirer un certain nombre de conclusions. Alors, allons-y, rentrons dans le détail. Première chose, les personnes qui ont un travail en général sont en meilleure santé mentale et en meilleure santé en général que les gens qui n'ont pas de travail. Alors, c'est toujours une question pareil de chômage subi, chômage choisi, mais en général, il y a quand même cette tendance-là. Plein d'explications. Parce que c'est important d'avoir des projets, parce que le travail c'est l'insertion sociale, parce que le travail c'est quelque chose qui est central dans la définition de l'individu dans nos sociétés. Voilà, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais en tout cas ça c'est quelque chose de connu. Les gens qui sont actifs professionnellement ont tendance à être plus heureux que les gens qui n'ont pas d'activité professionnelle. Et donc, évidemment ça a des limites, parce que ça dépend aussi de votre environnement professionnel. Est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est plutôt sain? Voilà, etc. Et donc c'est intéressant de travailler sur le bien-être et la santé des employés, ce qui est souligné ici, puisque si on ne travaille pas là-dessus, il y a des risques de burn-out, de dépression évidemment, les bore-out, les burn-out, les brown-out, tout ça, etc. Et puis on a aussi une productivité qui va être moins importante. Un employé heureux, un salarié heureux, c'est un salarié qui est plus productif. Donc même si on est très cynique, d'un point de vue capitaliste, eh bien c'est intéressant aussi. Donc, ce que les auteurs prennent, c'est un modèle de demande ressources au travail, et ils vont regarder le lien avec le bien-être au travail et le bien-être en général.
Donc les demandes au travail, c'est les choses qui demandent des efforts, donc les hautes demandes au travail, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui vont pomper les ressources des salariés, et qui, en faisant ça, vont participer au fait que le job soit stressant, épuisant, voilà, jusqu'à peut-être mener au burn-out. Donc ça, c'est le process c'est moche, de vidage d'énergie, j'allais dire, et d'impact négatif sur la santé, en fait. Et de l'autre côté, on a des ressources au travail, qui sont les aspects du taf qui facilitent l'atteinte d'objectifs, qui stimulent la croissance personnelle et le développement personnel, qui vont réduire les demandes du travail et tous les coûts psychologiques associés, et qui vont créer de la motivation, et qui vont créer de l'engagement et des attitudes positives au travail. Donc en fait, vous voyez, on a deux pôles. D'un côté, quelque chose qui va pomper les ressources, qui va créer du stress, qui va créer du mal-être. Et de l'autre côté, des choses qui vont créer des ressources, de la motivation ou de l'engagement. Voilà. Donc ils font l'hypothèse aussi d'un lien avec le leadership au travail. Selon les recherches, le leadership est vu des fois comme forcément une ressource au travail, et dans d'autres cas, ça dépend, en fait, ça crée en tout cas, ça a une influence sur le cadre au travail, qui peut être donc une influence de ressources ou de quelque chose qui va être une demande, une exigence. Salut, numéro 5, pardon. Il a quelle chance d'être là au moment où tu streams. Merci, merci. Merci pour ton message, ça fait plaisir. Oui, pour une fois, là je suis en congé aujourd'hui, donc je prends le temps. Euh, je prends le temps, là on est au deuxième article, je vais en faire 4 ce matin. Super, écoute, très, très content que ça te plaise. Alors, on continue. Donc le but de l'étude en question, là, c'est de voir un petit peu le modèle demande, exigence et ressources au travail, et de voir les effets, le lien avec le bien-être. Donc je passe un peu sur les hypothèses rapidement, mais en gros, l'idée c'est de voir le lien entre le leadership et la satisfaction au travail, de voir aussi le lien entre les ressources et les demandes au travail, et voir ce que ça entraîne au niveau de la satisfaction. On regarde aussi le bien-être en général par rapport aux demandes et aux exigences au travail, et puis leur hypothèse, on va dire, c'est que la satisfaction au travail, ça va avoir un impact, bon ça c'est assez logique, hein, sur le bien-être en général. Alors je passe un peu sur la méthode. Ils ont pris plein de mesures, donc on a plus de 1500 là, employés belges, hein, qui sont dans l'étude, enfin qui sont dans la base de données, en fait, dans l'étude sur laquelle ils sont appuyés, dans la cohorte, et ils vont mesurer plein de choses, donc le bien-être subjectif, la satisfaction dans la vie, le leadership, les exigences au niveau du travail. Alors c'est quoi les exigences au niveau du travail telles qu'ils les ont mesurées? C'est le conflit de rôle. Donc en gros j'ai des demandes différentes. Je suis à la fois, là c'est ce qui donne comme exemple, hein. Je suis par exemple vendeur, mais en même temps il faut que je fasse la satisfaction client et que je fasse du chiffre, et donc j'ai des conflits en fait dans mes rôles et dans mes demandes. L'insécurité au niveau du travail, est-ce que je vais perdre mon travail ou pas? Le conflit entre vie perso et vie pro, donc ça c'est une autre chose. Et les conditions de travail perçues. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir des bonnes conditions de travail ou pas? Ça, donc c'est le côté demande, le côté qui va un peu pomper des ressources. Ensuite, je me rends compte qu'on voit peut-être pas très bien. Hop, je rezoome un peu pour voilà. Ensuite, on a donc ça, pardon, on l'a vu. Les demandes, les ressources. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de satisfaire les besoins psychologiques de base au travail. Donc l'autonomie, les compétences et le fait de s'identifier, de se connecter aux autres. On a l'utilisation de compétences aussi, le fait que ces compétences soient utilisées, valorisées au travail, et on a le fait de pouvoir grandir grâce au travail, c'est-à-dire
avoir l'impression de progresser, développer des compétences, développer de l'expertise, etc. Et donc ça, c'est important, et d'être reconnu aussi. Donc ça, c'est ce qui est mesuré. Ensuite, les variables de contrôle, c'est ce qu'on va essayer de mesurer pour voir si c'est un effet, pas parce que ça nous intéresse, mais pour essayer de neutraliser ça dans les études, enfin dans l'analyse ensuite qu'on va faire. Donc les aspects sociodémographiques, le sexe, l'âge, etc., le niveau d'éducation, la région en Belgique, le type de travail occupé, et les revenus. C'est quand même pas neutre, le revenu aussi, hein, sur la perception et le bien-être au travail. Parce que malgré ce qu'on a pu dire aussi, ce qu'on peut parfois conclure ou voir dans les articles de vulgarisation dans la presse sur le bonheur au travail, etc., souvent, et dans le côté un peu qu'il y a eu ces dernières années avec les Chief Happiness Officers, etc., parfois on a l'impression que être heureux au travail, c'est le fait qu'il y ait une bonne ambiance, le fait qu'il y ait des services, le fait que l'environnement soit sympa, etc. C'est vrai. Mais à un moment donné, le salaire et la reconnaissance des compétences, c'est indépassable. Vous pouvez mettre toute la bonne ambiance que vous voulez, tous les éléments d'environnement sympa, de matériel sympa, etc. Si à un moment donné, vous n'avez pas un salaire à la hauteur qui n'est pas assez élevé et pas de reconnaissance de ses supérieurs, tout le reste, ça va pas passer, enfin, ça servira pas à grand chose, voire parfois, certaines démarches vont être perçues comme un peu du foutage de gueule, parce que vous mettez un vernis de bien-être au travail, vous mettez un vernis un peu à la Startup Nation, vous mettez une table de ping-pong, je sais pas moi, un bar à smoothie, etc. Mais sauf que le salaire est pas bon et que en fait vous n'avez pas de reconnaissance. Donc voilà, donc il y a toujours un équilibre à trouver. C'est pour ça qu'ils regardent aussi évidemment le salaire. Donc ils ont fait un modèle à partir de ça. Je vous passe les analyses, régression, etc., ce qui a pu être fait. On va pas rentrer dans les modèles mathématiques là-dessus, voilà, les équations structurelles et tout. Mais on obtient un truc comme ça, en gros, et là il faut que je dézoome, hop. Donc pour expliquer un peu ce genre de schéma, on a des variables, vous voyez, vous avez le leadership ici, vous avez les demandes au travail, je redézoome un peu parce qu'on ne voit pas le haut, voilà. Les demandes au travail, les ressources au travail, on voit un peu les liens, la significativité, et en gros le leadership ça va avoir un effet sur, ça, en tout cas dans leur modèle, ce qu'ils ont pu analyser, c'est un effet sur les demandes au travail, c'est un effet aussi sur les ressources au travail, et donc indirectement ça va avoir un effet sur la satisfaction au travail. Donc plus on a un leadership tel qu'il est mesuré là, hein, donc c'est la satisfaction par rapport au leadership et le support perçu de la part de son manager, de son supérieur. Donc c'est ce type de leadership là, hein, qui est mesuré. Quand on a ça qui augmente, on va avoir une baisse des demandes au travail. C'est-à-dire on a une baisse de tous ces paramètres-là. Donc c'est un effet plutôt positif puisque si on a un leader si on est satisfait de son supérieur et qu'on a l'impression qu'il nous soutient, ça va avoir un effet sur la baisse des demandes au travail, des exigences, des choses qui vont être un peu stressantes et négatives. Et ça va avoir un effet positif, ça va augmenter les ressources au travail. Le fait de satisfaire l'autonomie, la compétence, voilà, etc. Et tout ça, ça a un effet sur la satisfaction au travail, c'est-à-dire que si vous avez plus de ressources, votre satisfaction va augmenter, corrélation positive. En tout cas, là, c'est pas une corrélation, c'est une régression, mais bref, je passe le truc, en tout cas, le lien est positif. Et là, demande au travail qui augmente, satisfaction qui baisse. C'est pour ça qu'on a un lien négatif. Plus les demandes sont élevées, moins la satisfaction est élevée, plus les demandes sont faibles, plus la satisfaction va être haute. Donc voilà un peu, on n'a pas d'effet direct du leadership, mais un effet indirect via ces deux éléments-là. Et la satisfaction au travail a un effet qui est quand même limité, mais qui contribue à la satisfaction à la vie. Mais on a aussi un effet des ressources au travail directement, qui est plus direct et plus important sur la satisfaction dans la vie en général, donc le bonheur. Et on a un effet négatif faible des demandes au travail sur le bonheur en général. Voilà, tel qu'il est mesuré ici. Donc voilà un peu le... Donc là, comme j'ai dézoomé, on rezoome. Donc voilà un peu les effets. Donc ça, c'est intéressant.
Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le leadership, c'est un peu plus compliqué son effet que ce qu'on peut penser. C'est pas direct positif ou négatif, c'est pas toujours positif. Là, il est mesuré de manière sur des caractéristiques positives. Donc, c'est un leadership qui est un leadership de soutien, de reconnaissance. Il va avoir un effet positif, mais c'est pas forcément le cas. Et, il a un effet indirect via les ressources au travail et les contraintes au travail, les demandes au travail. Voilà. Et indirectement, tout ça, ça va avoir un effet sur le bien-être en général. Vous voyez, on n'a pas d'effet direct entre sur du leadership sur la satisfaction au travail. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur leadership possible, c'est pas directement lui qui va augmenter votre bonheur au travail. C'est ce que ça va produire en termes d'environnement de travail, en termes de ressources et de demandes, qui va là avoir un effet sur votre satisfaction au travail. Donc en fait, c'est pas le discours peut avoir des conséquences, mais c'est pas le discours tellement du leader, du leader entre guillemets, hein, du manager, du supérieur qui va avoir un effet, et de la chaîne de supérieurs, c'est ce qu'ils vont mettre en place concrètement et ce que ça va avoir comme conséquence concrète sur votre travail au quotidien. C'est ça qui est important en fait. Donc c'est pour ça que c'est indirect. Et voilà, ce qu'ils disent, c'est que ces résultats ne sont pas surprenants puisque les managers vont formater, vont modeler l'environnement de travail. Donc c'est pas surprenant, c'est pas quelque chose qui est inattendu. Voilà, donc ça je vous en ai parlé. Je regarde si j'ai oublié de vous dire des choses sur cet article. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que la satisfaction au travail, elle a un lien avec le bonheur, mais qui est pas méga important, selon cette étude. Par contre, ce qui contribue à la satisfaction au travail, c'est-à-dire les ressources et les demandes au travail, ça a un effet direct sur le bien-être en général. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre, c'est intéressant, en même temps, c'est pas non plus hyper surprenant, mais ça montre que certes, les conditions de travail, ça a un impact direct sur le bonheur, et donc on peut pas complètement dissocier en tout cas dans les sociétés occidentales et dans dans notre monde moderne tel qu'il existe, on peut pas dissocier son épanouissement au travail de son épanouissement personnel complètement. Certaines personnes, après ça dépend des gens aussi, certaines personnes vont réussir à se détacher complètement du truc et dire moi de toute façon mon boulot c'est alimentaire, je fais mon truc, je me prends pas la tête et je cherche mon bonheur ailleurs, mais ça a ses limites en fait. Ça peut fonctionner, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas pleinement exploiter entre guillemets le travail comme un moyen en plus d'épanouissement personnel et de bonheur dans la vie. Alors, il y a le discours idéaliste, après on n'a pas tous le loisir, la possibilité de faire un travail qui nous passionne, de faire un travail dans lequel on se sent compétent, reconnu, etc. Mais dans un monde idéal, en tout cas c'est quelque chose vers lequel il faudrait réussir à tendre, c'est-à-dire aussi trouver du sens au travail, aussi trouver un certain épanouissement au travail, parce que ça contribue à notre bonheur dans la vie. Et comme on sait que les personnes qui sont plus heureuses ont plus d'opportunités, sont plus performantes, etc., là, vous avez un levier de bonheur qui est assez important. S'il est jamais mobilisé, vous allez forcément limiter vos capacités en dehors et en général à vous épanouir. Donc, évidemment, là, je peux vous dire, il n'y a qu'à faucon, hein. C'est pas simple, mais en tout cas, c'est quelque chose à garder en tête, quoi. Voilà. Et évidemment, là, c'est ce qu'il rappelle ici, c'est que quand on est heureux, on est plus productif, on est en meilleure santé, donc on a moins d'arrêt maladie. Et donc, même d'un point de vue cynique, pour un manager, pour un employeur, il faut favoriser le bien-être au travail, et donc il faut favoriser les ressources au travail et faire en sorte de limiter les demandes dans le sens où c'est formulé ici, c'est-à-dire tout ce qui va créer du stress inutile, des injonctions contradictoires, etc., des pressions inutiles au travail en fait, et qui sont pas constructives. Donc le niveau organisationnel c'est important, la manière dont on organise le travail, la manière dont on organise les demandes et dont on organise les ressources au travail, c'est quelque chose qui est hyper important. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous remets quand même le lien vers l'article en détail. Vous pourrez aller regarder directement si ça vous intéresse
de lire, de regarder un petit peu comment a été construit l'article, les mesures aussi, les outils de mesure, quelles échelles on a utilisées, parce que ça peut être intéressant. Voilà, quelle est la constitution de l'échantillon et tout ça. Voilà pour le deuxième article. Est-ce qu'on passerait pas directement au troisième? Alors après, il nous reste des articles plus on va dire de vulga, donc c'est plus facile à vous présenter. Je vais commencer par... On reste sur la thématique du bonheur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui refuse d'être heureux, enfin qui refuse de se laisser aller à être heureux? Alors même autrice que l'article précédent. Donc c'est basé cet article-là sur une recherche. Hop, je vous remets le lien aussi. Je dois l'avoir normalement. C'est ici. C'est ça. Hop, le temps d'aller dans mon fichier. C'est ça. Donc... Tac. Allons-y. Alors, j'épingle le titre de l'article. Voilà, pour dire qu'on est en train de traiter ça. Et donc, vous avez cet article, je vais vous le mettre quand même aussi, je vous l'affiche vite fait. Voilà, c'est cet article de recherche-là, de Gallagher, Collins et Winner, donc sur la dévaluation de la positivité, enfin comment on dit en français, l'évaluation négative, enfin la dégradation de la positivité, c'est-à-dire le fait d'évaluer du positif comme quelque chose de négatif. Alors, en gros, il y a des choses qui peuvent nous rendre positifs, qui peuvent nous procurer du positif dans la vie. Vous écoutez une musique que vous aimez bien, vous matez un film que vous kiffez, vous respirez les petites... les fleurs en vous baladant, etc. Hop. Eh bien, ça peut vous rendre heureux. Excusez-moi pour ce petit... petit intermède. Ça peut vous rendre heureux, c'est des petits plaisirs dans la vie, des petits boosts de positivité. Bon. Mais il y a des choses qui vont... En tout cas, des mécanismes qui vont empêcher les gens d'aller là-dedans. Il y a un processus qui est lié à un mécanisme qu'on appelle, et une théorie qu'on appelle j'essaie de trouver le mot en français parce que ça sera plus efficace que de faire une mauvaise traduction. Oui, dévaluation, ça existe en français en fait. Mais bon, la dégradation plutôt, ou la dévalorisation, je dirais. Donc, qui s'appelle la théorie de la dévaluation, de la dévalorisation de la récompense. Plutôt de la dévalorisation, disons. C'est-à-dire que quand on est dans cette attitude-là, toutes les sentiments les éléments positifs vont commencer à être associés à des résultats négatifs. Et selon cette théorie, ça explique en partie pourquoi des personnes vont être, qui sont un peu déprimées, voire en dépression, semblent être imperméables à la joie. C'est parce que soit elles ont appris à avoir peur du bonheur, soit elles ont appris à l'écarter quand il se produit pour différentes raisons qu'on va voir ici. Alors, je pense que, donc, numéro 5, je pense que nombre de personnes se refusent d'être heureux et rationalisent de part et d'autre pour renforcer leur zone de confort de non-bonheur. Il peut y avoir ça, il peut y avoir en fait, il peut y avoir la peur de l'inconnu, en tout cas le fait de se rassurer. C'est la fameuse expression de se dire que, en fait, c'est plus simple de se conforter dans un inconfort qu'on connaît, ou dans un malheur qu'on connaît, ou dans un côté négatif qu'on connaît, qu'on maîtrise, plutôt que de prendre le risque, entre guillemets, d'aller voir ailleurs et d'être peut-être plus heureux, mais d'être peut-être aussi plus malheureux. Et donc, effectivement,
Alors, quand on parle, là on parle pas de dépression au sens clinique, hein, quand on parle de personnes qui sont un peu négatives, un peu en déprime, etc., on peut avoir ce côté-là. Et sans aller jusqu'à des personnes qui sont systématiquement comme ça, t'as raison, euh, bah, n'importe qui, il y a des moments où en fait on n'est pas très bien et on n'a pas envie en fait, on préfère être dans notre petite sauce perso, même si elle n'est pas très positive, que de faire l'effort d'aller forcément chercher du positif, euh, ou par exemple de sortir et de s'exposer à des choses qui pourraient nous apporter du positif. Et après, j'ai envie de dire, au quotidien, quand ça reste temporaire, passager, on a aussi le droit de temps en temps de ne pas avoir envie forcément de faire des efforts en permanence pour être heureux. Enfin, c'est pas non plus forcément l'objectif. Donc, il y a un spectre entre le fait d'être de temps en temps comme ça, et pourquoi pas, et ça fait partie de la vie, et le fait d'être systématiquement comme ça, ou de plus en plus systématiquement comme ça, où là, oui, on va être dans une tendance justement d'être dans la dévaluation du positif, dans la dégradation, la dépréciation du positif, et là, ça peut être ça peut avoir des conséquences qui sont quand même plus importantes à long terme sur l'épanouissement personnel, en fait, tout simplement. Et donc par rapport à cette théorie, ce qui a été en tout cas analysé dans l'article scientifique, là c'est un article qui reprend, qui redétaille ça, enfin qui reformule ça un petit peu, euh, les personnes qui sont dans cette dévaluation du positif, cette dévalorisation du positif, en fait, dans certains cas, elles ont développé même une peur du fait d'être heureux, parce que euh, il y a eu une espèce d'association d'idées entre le fait de s'être laissé aller à des choses positives dans le passé, avec derrière des conséquences négatives qui sont arrivées. C'est-à-dire, euh, j'ai pris du plaisir à faire ceci, cela, et en fait, sur le moment, c'était cool, mais après, j'ai eu tellement de conséquences négatives parce qu'on m'est tombé dessus, parce qu'il fallait pas que je fasse ci, pas que je fasse ça, parce que, par exemple, la personne avec laquelle j'ai kiffé le moment, en fait, après, elle m'a trahi ou elle m'a laissé tomber, etc. Ou même pire, hein, des fois, c'est la personne est morte et en fait, j'ai pris du plaisir avec cette personne-là, c'était mon meilleur pote, etc. Ou quelqu'un d'important pour moi, et en fait, du coup, derrière, il y a quand même une grosse conséquence négative qui n'a aucun lien, mais vous savez, le cerveau, il fait des associations. Et donc, voilà, je vais associer du négatif, en fait, à ces moments de positif. Et donc, ça crée un conditionnement. Quand ça se produit suffisamment souvent ou quand c'est suffisamment marquant euh, pour être central dans la vie de quelqu'un. Et donc après, il peut y avoir une espèce de superstition par rapport au fait d'être heureux. Euh, et la même chose, là c'est un peu plus le truc courant, mais c'est le fameux don't jinx it. Ça se passe bien, donc surtout en fait, il faut pas trop le montrer, pas trop exprimer qu'on est content et qu'on est heureux que ça se passe comme ça, parce que si on le dit, ça va pourrir le truc et en fait ça va mal se passer. Donc il vaut mieux euh, pas trop exprimer son positif et son bonheur. Donc dans l'étude, ce qui a été fait là dans la recherche, c'est qu'ils ont regardé près de 898 euh, étudiants en l'occurrence. Ils ont fait plusieurs mesures pour voir un petit peu les processus de dépression. Donc il y a des questions qui ont été posées aux participants sur une échelle de Likert. Hein, donc là, je sais plus si c'était de 1 à 7 ou de 1 à 5, pour dire qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec les affirmations. Donc exemple dans les questions, c'est je, je ressens que je ne mérite pas d'être heureux, j'ai peur de me laisser aller à être heureux. Souvent, il y a des désastres, en tout cas, il y a des trucs négatifs qui se passent quand on a beaucoup de chance. Après, la joie excessive a des conséquences négatives, etc. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées pour voir un peu leur attitude par rapport à ça. Et après, ils ont fait une analyse à partir de toutes ces données. Et ce que ça a montré, c'est que ce soit par anticipation ou en réponse à des événements, la, la théorie donc de la récompense dévalorisée montre que les individus qui sont déprimés, qui sont en dépression ou en tendance dépressive, vont avoir une tendance à avoir peur ou à éviter le bonheur euh, à un tel point qu'en fait ils vont dévaloriser les stimuli positifs pour eux.
ce qui va faire qu'ils vont éviter les situations futures qui pourraient leur apporter du bonheur. Et ça les empêche de tirer parti de situations qui pourraient leur apporter du bonheur pour différentes raisons, en fait, et ça limite leur possibilité à sortir spontanément, en tout cas, de leur côté, de leur dépression ou de leurs symptômes dépressifs. Alors, donc en gros, vous avez deux choses. Soit vous avez peur que, en vous laissant aller à être heureux, ou en tout cas prendre du plaisir, derrière il va y avoir des conséquences négatives. Ou alors, vous allez carrément dire, de toute façon, je mérite pas d'être heureux, ou c'est suspect, ou ça n'a pas d'intérêt, et donc je vais éviter carrément les situations qui me permettraient peut-être cette prise de risque dont on parlait tout à l'heure. Je vais éviter de m'exposer parce que il y a un risque en prenant du plaisir à ce que ça se retourne contre moi. Et puis après, il peut y avoir dans la dépression aussi le côté où je prends du plaisir sur le moment, mais ce moment va être éphémère, et donc après, il va y avoir un effet contraste, et je vais être encore plus malheureux parce que j'aurai eu le plaisir peut-être pendant 1 heure, et puis après, je vais être le retour à la vie réelle est là, et donc voilà. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, par rapport à la dépression, c'est pour ça qu'un certain nombre d'interventions ne fonctionnent pas forcément très bien, et qu'il ne suffit pas de dire, va faire ceci ou cela. Alors évidemment, il ne suffit jamais de dire ça, mais je simplifie, hein. Mais d'un point de vue thérapeutique, quand on accompagne des gens qui sont en dépression, et encore une fois, entre la dépression sévère, lourde, et j'ai envie de dire le tout venant, il y a tout un ensemble, c'est toujours pareil, hein, dans les pathologies et dans les troubles qui peuvent exister, entre une personne, entre guillemets, qui est dans le spectre de la normalité, en tout cas de tout venant, et quelqu'un qui est en dépression clinique grave, il y a tout un ensemble de possibilités de niveaux, en fait, de gradation, et on passe pas de l'un à l'autre comme ça. Et donc dans cette gradation, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer et pour les gens aussi comme vous et moi, comme n'importe qui en fait, pour essayer d'aller mieux, et pour éviter, et pour contourner ce problème parfois de dévalorisation du positif, où certains peuvent avoir plus naturellement une tendance à ça pour des raisons aussi de personnalité, d'expérience personnelle, et donc pour éviter ça, c'est important déjà dans un premier temps d'expliquer le modèle, d'essayer de se renseigner sur ce modèle de dévalorisation du positif. Ça c'est quelque chose qu'on observe aussi par exemple dans la créativité, rien à voir, un autre domaine, quand en fait on veut faire des interventions pour développer la créativité des gens, parce qu'en fait on est tous, c'est une capacité, la créativité c'est comme le raisonnement, on est tous capables d'être créatifs. Souvent par contre on a oublié on n'a pas forcément travaillé ces compétences-là, ou on les a inhibées parce que c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé dans le quotidien. Et donc ce qui va se passer, c'est que une des manières de le développer, il y a plein d'exercices qui existent, mais une des manières de le développer qui est intéressante, c'est de justement expliquer comment fonctionne la créativité. C'est quoi le processus créatif ? Comment est-ce qu'on peut être créatif ? Comment ça marche ? Dans quel domaine ça s'applique ? Etc. Et ça, c'est pareil, il y a des études qui ont été faites avec des méthodos bien précises qui montrent que, j'en ai parlé sur le blog, il me semble, ou dans un podcast, je ne sais plus, sur la créativité. En fait, ça permet, le fait de connaître le fonctionnement du processus, d'apprendre à le connaître, de développer la créativité, d'avoir plus d'efficacité sur les outils qu'on va mettre en place pour développer la créativité ensuite. Donc ça marche pas dans 100% des cas pour tout le monde, mais très souvent, le fait en tout cas majoritairement, le fait d'expliquer certains processus, ça permet de les dédramatiser, de se les approprier et de mieux comprendre ce qui se passe quand ça se produit. Là en l'occurrence avec la dévalorisation des stimuli positifs, quand on connaît ce fonctionnement de cette théorie de la dévalorisation du positif, et qu'on est en train de le faire,
on s'en rend plus compte parce qu'on connaît le processus. On se dit, ah ok, c'est ça qui est en train de se jouer. Ça permet de prendre de la distance et de remettre, toujours important, hein, de remettre des marges de manœuvre pour se dire, ok, est-ce que je décide, en tout cas je cède au processus, ou est-ce que comme je connais le processus et je le vois se déployer en temps réel, je me dis, ah tiens, peut-être que je peux mettre ça ou ça en place, et là on peut donner des outils justement pour essayer d'enrayer les choses, et ça redonne des marges de manœuvre et des possibilités d'agir, d'intervenir pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux finalement de la dévalorisation du positif. Donc ça peut commencer par le fait de réduire la dégradation, la dévalorisation du positif. Ça peut être un travail sur le fait de dissocier les conséquences négatives des stimuli positifs. Si c'est l'évitement du positif, ça peut être plus simple que d'avoir cette connaissance du fonctionnement. Ça peut être tout simplement aussi de comprendre le fonctionnement des dévalorisations et de se dire, ok, je déconnecte. En fait, si c'est juste un évitement du positif, c'est plus simple. Si c'est une peur des conséquences négatives liées au positif, là, il faut un peu plus de travail. C'est un peu plus profond comme problématique. Pardon. Donc là, si c'est juste cette superstition, le fait de dire bah non, je prends pas trop de plaisir parce que si je me laisse aller à prendre du plaisir, il va y avoir ça va casser le truc, ça va casser le moment. Et bien là, c'est juste de se réengager dans le moment présent et de se dire ok, kiffe l'instant et puis on y va. C'est quelque chose que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est des choses qui sont assez courantes, hein, ou en tout cas qu'on a tous au moins expérimenté quelques fois. Et pour certains, comme c'est plus lié à la personnalité, ça peut être plus récurrent. C'est le fait, par exemple, d'être dans une situation et tout d'un coup se retrouver en position méta, c'est-à-dire de se sentir extérieur, de se voir presque en train de vivre la situation, d'être dissocié. Alors ça arrive quand vous êtes dans une situation un peu de malaise, ça peut arriver aussi dans une situation qui est pas forcément négative, voire qui est positive, c'est-à-dire le fait d'un peu de sortir du truc et de vous voir en train de faire les choses. Et en fait, quand on a cette dissociation, et qu'on a du mal à expérimenter le positif, ben ça peut être justement intéressant de se dire ok, reconcentre-toi sur ce qui est en train d'être dit, sur ce que tu es en train de faire, pour vivre vraiment le moment, et pas le vivre en l'analysant de l'extérieur, en fait. Et c'est là où ce genre de travail peut être intéressant. Bref, en gros, pour résumer, on peut avoir des tendances, même quand on vit des choses positives, à associer ça à du négatif. Et quand on commence à rentrer dans ces cercles vicieux-là, ça peut avoir des conséquences à long terme sur notre capacité à faire l'expérience du positif, à aller chercher le positif, à s'autoriser à expérimenter du positif. Et donc quand on commence à être dans ces cercles vicieux-là, il faut réussir à les casser. Et pour réussir à les casser, une des choses qu'on peut faire justement, c'est de se renseigner sur le fonctionnement de ces cercles vicieux et de commencer à remettre des marges de manœuvre petit à petit grâce à ça, et à se redonner des marges de décision. Et ensuite, à partir du moment où on a ces marges de décision, ces marges de manœuvre, là on peut réintroduire des choses comme l'exercice des 3 ou 5 choses positives par jour, comme les exercices de gratitude, les exercices de bonté. Là pareil, hein, sur le blog, il y a ces outils-là sont expliqués, donc ça c'est assez facile à mettre en place. Mais encore faut-il s'autoriser à les mettre en place et se dire que ça a un intérêt. Et quand on est pris dans ces boucles-là, ça peut être compliqué. Voilà pour cet article. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être assez simple, c'est qu'on va aller sur un dernier article. Un dernier article, pareil. Alors là, c'est plus, là pour le coup, c'est basé sur une étude toujours, mais c'est un peu plus aussi avec des éléments généraux. C'est comment éviter le stress post-vacances. C'est la période des vacances, alors vous êtes peut-être en vacances, peut-être pas. Mais souvent quand on part en vacances, on oublie de prendre en considération le retour. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'est de se casser, d'aller en vacances, d'arrêter le travail. Donc on n'a pas forcément en tête ce retour au travail et comment est-ce qu'on va faire la transition. Et c'est là où en fait les bénéfices des vacances peuvent très vite s'estomper, voire disparaître en un claquement de doigts
en un jour avec la reprise. Donc ce qu'ont montré les recherches, là aussi il y a plusieurs études, c'est que... attendez, j'ai pas mis le titre. Éviter le stress post-vacances. Tac. Hop. Let's go. On épingle. Donc, comment est-ce qu'on évite le stress post-vacances? Donc là, on va voir des éléments. Donc grosso modo, vous avez plusieurs effets bénéfiques des vacances. Ça c'est pareil, ça a été testé scientifiquement. On a des études qui ont été faites sur, pour mesurer si vraiment le fait de partir en vacances, de prendre des vacances, ça avait un effet positif sur le bien-être, sur l'épanouissement personnel, etc. Et donc là, oui, on a des études qui le montrent concrètement. Alors c'est toujours pareil, hein, il y a la, comment dire, ce qu'on en sait de manière un peu anecdotique, entre guillemets, c'est-à-dire... moi, mon expérience personnelle fait que, oui, quand j'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, c'est toujours bien de pouvoir le mesurer scientifiquement et de dire, oui, c'est pas juste une impression. Sur un certain nombre de critères qu'on peut mesurer, on voit un effet positif des vacances. Alors, toutes les vacances sont pas positives, par contre. Hein, mais première chose, et qui a été montrée aussi, et donc là, vous avez, là c'est pareil, sur le blog, si vous cherchez vacances, sur serealiser.com, vous avez un article que j'ai écrit il y a quelques années là-dessus, basé sur ces études-là. Il y a une première phase qui est la préparation des vacances. C'est-à-dire qu'en fait, les vacances, avant même qu'elles commencent, peuvent apporter du positif dans la vie. La projection, la construction, la planification des vacances, ça peut être déjà une première manière de prendre du plaisir, d'avoir des effets positifs. Donc en amont, déjà, penser aux vacances, planifier, programmer ses vacances, déjà c'est un effet positif. Donc ça c'est important. Ensuite, les vacances en tant que telles, elles vont avoir un effet donc, sur la satisfaction dans la vie, ce qui est dans l'article là. Hein. Elles vont améliorer l'impression d'être en bonne santé en tout cas, réduire la fatigue, augmenter le bien-être, réduire le burn-out. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Là, il parle d'une étude sur 87 Israéliens sur une période de vacances de 10 jours qui a montré que ça réduisait le stress et le burn-out. Une étude sur 221 Allemands qui montrait que l'appareil, on avait moins de problèmes de santé, en tout cas de plaintes liées à des problèmes de santé, moins d'épuisement après, une semaine avant et juste après les vacances. Donc on a des effets, on sait les mesurer avant, pendant, après. Et dans les études, justement, on a une période après les vacances qui s'appelle la période de fondu fade out, hein, de fade out en fait, où les effets positifs commencent à se réduire. Et cette période, elle peut être de 3 jours jusqu'à 4 semaines après les vacances. Et pendant cette période-là, vous avez le stress qui remonte, et parfois le stress qui remonte, qui fait des pics au-delà du stress pré-vacances. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre le fait d'avoir des effets positifs encore de détente, de bien-être, de santé, qui dure 3 jours, et un effet qui dure 4 semaines? Mais ça dépend de comment on prolonge les choses. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est des études. Je vais vous remettre le lien de l'article d'ailleurs, parce que comme ça, vous l'avez aussi. Je me concentre sur l'essentiel, mais en gros, ce qu'on constate, c'est que il faut un peu préparer le retour pour que que les vacances aient un effet plus positif, plus long. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de dire. Ah, merci, numéro 5. Du coup, autre chose qui est important, c'est que les vacances, selon la durée, là c'est pas dit dans l'article, mais c'est pareil, il y a des études dessus. En fait, en fonction de la durée, ça a plus ou moins d'effet. C'est-à-dire que si vous, au-delà de 10 jours, en gros, vous allez avoir un plafond
De mémoire, c'est 10 jours. Hein. Au-delà de 10 jours, vous allez avoir un peu un plafond de l'effet des vacances. Pour une personne normale qui a un job, on va dire, un job à temps plein, etc. C'est-à-dire qu'au-delà, ça va pas forcément apporter plus. Le fait de partir 3 semaines, ça va pas avoir forcément plus d'effet que le fait de partir 10 jours, par exemple. En fait, ça sature les effets. Alors, évidemment, si vous partez très loin à l'étranger et que vous prenez l'avion, il vaut mieux partir plus qu'une semaine si vous pouvez, évidemment, s'il y a un décalage horaire important, mais d'une manière générale, les vacances vont avoir un effet qui plafonne. Pareil, le fait de... Si ça vous stresse de partir loin, si c'est beaucoup de préparation, etc., vous pouvez avoir un effet négatif, c'est-à-dire trop préparé, trop stressé sur ses vacances, avoir plein de stress, dire je vais dans un pays étranger, je parle pas la langue, etc. Là, ça a un effet négatif aussi. Donc il ne faut pas que ça devienne un truc négatif. Et le fait de ne pas partir et de rester chez soi, ça peut... Alors ça enlève une partie des effets positifs, de dépaysement, de changement de cadre, etc. Mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi tout aussi positif que des vacances où on va aller ailleurs. Mais pour ça, il faut un peu travailler le truc et essayer de pas d'optimiser, parce que ce serait un peu excessif de dire ça, mais essayer de profiter de ces périodes-là pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire de nouvelles choses, pour peut-être découvrir un peu des choses autour de chez soi, etc. Donc en fait, on n'est pas obligé non plus de dépenser plein d'argent pour que les vacances apportent du positif. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire pendant une période de congé pour tirer du positif, mais voilà, au-delà de 10 jours à peu près, ça sert à rien. Partir 3 mois, ça n'aura pas forcément plus d'effets bénéfiques, si vous pouvez vous le permettre, que de partir 10 ou 15 jours. En tout cas, voilà, pour des personnes, encore une fois, tout venant avec un travail un peu classique. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut réduire cet effet de stress post-vacances? Alors, donc là aussi, c'est pareil, c'est tiré d'études, là c'est un peu le résumé, donc on va partir là-dessus. Euh, une première manière de faire les choses, c'est quand vous décidez de partir en vacances, vous pouvez vous mettre des moments où en fait, vous allez vous bloquer des créneaux dans le calendrier. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous dites, bah, les jours de retour au travail, je bloque des journées entières ou des demi-journées entières pour reprendre mon rythme. C'est-à-dire que pas de réunion, pas de nouveaux trucs, etc., si vous pouvez vous le permettre. Et notamment, les 2 à 4 jours après les vacances, ça peut être intéressant de le faire, de bloquer ça. Deuxième piste, ça peut être de se dire, bah, dans ces 4-5 jours après les vacances, je vais me mettre des moments. Encore une fois, hein, il faut pouvoir se le permettre. Hein, c'est toujours pareil, ça dépend du taf que vous faites. Hein. Là, on parle quand même plutôt d'un travail de bureau, où on a une certaine autonomie dans son travail. Quand même préciser les choses. Hein. Donc on peut aussi se dire, bah tiens, je vais me mettre des réunions à ce moment-là si je dois en mettre, ou des séances de travail sur des dossiers qui m'intéressent particulièrement, des trucs qui sont enfin, voilà, qui donnent du sens à mon travail, sur lesquels j'aime bien travailler. Et donc comme ça, on reprend tranquillement, en se gardant du temps pour soi, et le temps le temps de travail perso qu'on va avoir, on va en plus essayer de le consacrer assez régulièrement, parce qu'on a aussi des obligations, à des choses qui nous font kiffer dans notre travail, si on en a. Et bon, alors, ça, normalement, en France, enfin, ça dépend. Mais en théorie, on a une pause déjeuner. Donc là, ils me disent, bah voilà, pour les Américains, etc., bloquer une pause déjeuner assez longue, au moins pendant les 2 semaines après vos vacances. Donc là où on peut peut-être remettre ça dans un contexte général en France, c'est se dire, bah, prenez le temps de manger, mangez pas sur le pouce pendant ces 2 premières semaines. Vous mettez pas des réunions le midi, parce que chez certains employeurs, dans certains secteurs, ça peut être aussi la tendance de se dire, bah, on fait des réunions et on mange en même temps. Dans les premières semaines, faites pas ça, si vous pouvez l'éviter, et reprenez en douceur. En gros, essayez de vous focaliser ou de consacrer un certain temps à des choses que vous aimez faire dans votre travail, vraiment en mettant des blocs là-dessus. Essayez de vous aménager le retour en évitant de multiplier les réunions, de consacrer du temps aux autres, mais de vous concentrer sur votre travail et de bloquer là-dessus. Et prenez le temps prenez du temps pour vous aussi le midi, ou en tout cas faites une vraie pause le midi.
Et aussi, éviter de passer du tout ou rien. Je me suis fait kiffer pendant les vacances, j'ai fait des activités de loisirs, je reviens au travail, c'est que travail, et puis en fait, j'ai plus le temps pour rien d'autre. Donc, ça peut être aussi de se. Alors là, c'est plus une stratégie aussi à long terme tout au long de l'année, de se planifier des moments de plaisir, de se planifier des activités qui vont faire que vous allez être, entre guillemets, un peu en vacances sur quelques heures, parfois dans la semaine, pour, voilà, pour continuer à prolonger les activités de loisirs, les activités un petit peu inédites. Ça, vous pouvez le faire si c'est très ponctuel, des activités en fait ponctuelles payantes, vous pouvez le faire au début, enfin au retour des vacances. Et puis si c'est des activités sur lesquelles vous vous engagez sur toute l'année, là c'est un peu différent, mais ça vous permet en tout cas d'être dans cet état d'esprit-là et d'encourager la relaxation. Euh, et pareil, il faut éviter le stress à la maison. Et là aussi c'est important, alors je le remets en contexte par rapport à d'autres études. Ce qui est constaté aussi, c'est c'est bien d'avoir des jours chez soi avant de reprendre le travail. Pour faire une bonne transition entre les vacances et le travail, prolonger les effets positifs des vacances, c'est si vous partez, évitez de revenir le dimanche pour reprendre le lundi matin. Alors ça, c'est un peu le classique des vacances des vacances de Noël, hein, des vacances d'hiver. C'est vous passez toute la semaine alors pour ceux qui ont la chance ou pas, ça dépend des gens, d'avoir une famille, vous passez toute la semaine à aller chez les parents, les cousins, les beaux-parents, les frères, les sœurs, les machins. Vous n'avez pas de temps pour vous. Alors ça peut être le kiff absolu, certains vont kiffer, d'autres ça va être un peu fatigant au bout d'un moment. Surtout que c'est très inégal en fonction ça peut être très inégal en fonction des membres de la famille chez lesquels vous allez. Et donc en fait, vous n'avez pas de temps pour vous. Certes, vous sortez de votre quotidien, mais et puis vous reprenez directement, hop, faites du nouvel an et tac, et on reprend direct après. C'est pas une bonne idée. Alors là, c'est très particulier les vacances comme ça d'hiver, mais si j'élargis à toutes les vacances, essayez toujours d'avoir quelques jours de tampon pour un peu peut-être vous détendre à la maison, glander à la maison, reprendre voilà, vous remettre dans votre quotidien avant de reprendre le travail. C'est souvent mieux que de reprendre juste avant. Encore une fois, quand on peut se le permettre et quand on a suffisamment de temps de vacances et qu'on a eu le loisir et le luxe de pouvoir partir, c'est bien d'avoir ces petites périodes tampons. Donc pensez-y aussi. Voilà, voilà. Voilà pour les articles que je voulais voir ce matin avec vous. En tout cas, c'est tout ce que j'ai en stock. Je regarderai pour la semaine prochaine euh, ce que j'ai. Alors, la semaine prochaine, je sais pas encore, parce que je vais bouger à un moment donné. Peut-être en fin de semaine prochaine. Je sais pas trop. Donc, si ça se trouve, je ferai une revue de psychologie positive pardon, un autre jour. Je vais voir. Il faut que je pense aussi. J'annonce en fait jamais les lives sur Twitter. J'ai pas encore les réflexes, mais je vais finir par y arriver. Je live un peu plus régulièrement là, donc ça va finir par rentrer, hein. Voilà, mais on va y arriver. Donc ça, c'était pour aujourd'hui, pour la revue de psychologie positive. Moi, ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est que comme je suis en congé, je vais aller me faire un petit café, parce que j'en ai besoin, et un petit café, prendre un peu de flotte, et je pense que je vais partir sur un peu de gaming ensuite, donc petite pause de 2-3 minutes et le temps de faire le café. Merci, merci, merci. Euh, et de toute façon, le plus important, c'est d'être régulier. Et puis, à force, on arrive. En fait, j'ai aussi plein de. Alors, je réponds à numéro 5, mais j'ai plein de. J'ai plein de formats aussi dans les tuyaux depuis plusieurs mois, mais j'ai pas le temps de les faire et de les travailler. Là, je vais essayer d'avancer un peu cet été là-dessus, de faire d'autres lives, d'autres formats et tout. Donc c'est dans les tuyaux, c'est prévu. Là, j'ai un peu de congé, donc je vais avoir un peu de temps. Euh, mais, euh, mais on va essayer de travailler là-dessus pour que l'année prochaine, à partir de septembre en tout cas, il y ait un peu plus de live plus régulièrement et que j'arrive à me lever plus tôt aussi, parce que je commence mes lives un peu tard le jeudi matin avant le taf et c'est pas idéal, mais bref. On va voir tout ça c'est dans les tuyaux, on va travailler dessus et puis voilà, en août il va y avoir des lives un peu à droite à gauche, on va tester des choses, donc de toute façon il y a la chaîne de replay, hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Il n'y a pas vraiment de jour régulier pour l'instant, je vais tester des choses et puis on verra après, je mettrai un vrai calendrier, un vrai planning de streaming, plus pour la fin août, début septembre, pour commencer à faire les choses bien comme il faut. Je vous laisse quelques minutes. Voilà. Après, je vais aller sur
sur du gaming. Donc si vous voulez rester, vous pouvez rester. Si ça ne vous intéresse pas forcément, je vais peut-être aller sur Evoland, je ne sais pas trop. Je vais lancer un jeu, on va voir. Donc je vais me faire un café et je reviens dans quelques instants. À tout de suite.